Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. Au sommaire, la Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération dans la formation des journalistes et la lutte contre la désinformation. Un protocole d'accord vient d'être signé entre le ministère de la Communication et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Au FESPACO 2025, le Burkina Faso renoue avec la gloire après 28 ans d'attente. Dani Kouyaté décroche les talons d'or de Yenenga avec son film Katanga ou La danse des scorpions. La Côte d'Ivoire est également récompensée avec Joël Akafou et son documentaire Loin de moi la colère qui obtient les talons de bronze. Et puis, l'avenir de la sécurité en Europe se joue en ce moment à Londres. 2 jours après un clash inédit entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, une quinzaine de dirigeants alliés de l'Ukraine tentent de définir une nouvelle stratégie face à la Russie. Merci de votre fidélité. Le développement de ces titres à présent. Renforcer la formation des journalistes et lutter contre la désinformation, c'est l'objectif du protocole d'accord signé entre le ministère de la Communication et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Cette collaboration vise à outiller davantage les acteurs des médias face aux nouveaux défis du numérique et des fausses informations. Un partenariat qui s'inscrit dans la continuité de la campagne en ligne Tous responsables lancée en 2023. Malika Koulibaly. Stop aux sorciers du numérique, une convention pour consolider les acquis de la campagne en ligne Tous responsables, lancée en 2023 et signée entre le ministère de la Communication et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Une campagne jugée efficace contre la désinformation et les dérives liées aux médias et réseaux sociaux. Nous rêvons d'un Internet qui soit vertueux, qui soit respectueux, qui soit sécurisé. C'est donc dire que notre ambition va au-delà de l'élection présidentielle. Mais les citoyens sont tous les jours victimes de cyberharcèlement. Ils sont victimes tous les jours de cybercriminalité. Donc nous voulons nous en prémunir et c'est pour cela que très tôt nous avons commencé cette campagne qui se décline sur plusieurs phases. Nous sommes donc heureux de bénéficier donc de cet accompagnement donc de l'ambassade de France. Une signature, je dirais, opportune, à un moment opportun, qui permet à la Côte d'Ivoire d'être encore mieux armée pour faire face aux défis de l'année et de la décennie à venir. Utiliser Internet de manière éclairée et responsable. Des compétences sont détectées en termes d'utilisation des médias sociaux afin de riposter contre les campagnes de désinformation. Sur un objectif de 20 000, nous avons déjà formé 30 749 citoyens. L'idée est de laisser donc, dans chaque ville où on va un noyau de personnes qui ont été formées et qui sont en quelque sorte des référents. La campagne de sensibilisation à l'utilisation responsable des médias sociaux est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire portée par le ministère de la Communication et de l'économie numérique. Certains partenaires, au nombre desquels les États-Unis, soutiennent l'initiative. Et toujours dans le domaine de la formation, 10 agents de la RTI s'apprêtent à effectuer un stage d'immersion en France, en Belgique et en Suisse. Une opportunité de perfectionnement et d'échange avec d'autres professionnels des médias. Mais avant leur départ, ils ont été reçus par le directeur général de la RTI qui leur a prodigué quelques conseils et encouragements. On reste avec Malika Koulibaly. 10 agents pour un stage d'immersion dans des grands médias européens, notamment à France Média Monde, Radio-Télévision Belge et Radio-Télévision Suisse. Durant 2 semaines, ces journalistes et réalisateurs du groupe RTI auront la possibilité de s'enrichir en techniques de rédaction, de montage et de production. Une idée du directeur général de la RTI, Jean-Martial Adou, qui ambitionne révolutionner la Maison Bleue à l'instar des chaînes internationales. On a initié ce programme de renforcement des capacités des agents, journalistes, réalisateurs de la RTI, parce que nous estimons que dans la vie, il faut perpétuellement se remettre en cause, il faut apprendre. J'ai eu moi-même, disons, à effectuer un voyage dans les grands médias européens et il m'a été donné de constater que les pratiques
des fois peuvent être différentes des nôtres. Avant le départ, Jean Massialadou n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à ses agents. Je leur ai déjà donné ces conseils. Il faut apprendre et garder, disons, l'humilité de l'apprenant. Et je considère qu'ils sont des ambassadeurs de notre maison. Il faut donc qu'ils aient le comportement qui sied, disons, à notre institution. Une immersion qui vient à point nommé dans la mesure où la formation continue constitue un acquis de base. Les agents souhaitent tirer profit de cette formation pour le rayonnement de la RTI. Nous allons acquérir l'expérience et voir quels sont les appareils utilisés là-bas avec l'IA aujourd'hui qui fait son apparition. Nous allons voir comment intégrer cette nouvelle technologie au sein de notre entreprise. C'est une belle opportunité et cette chance-là, nous comptons la saisir pour nous frotter donc aux réalités nouvelles. Cette immersion ne sera pas la dernière. D'autres vagues suivront selon le directeur général de la RTI. Un reportage signé Malika Koulibaly et Jamasso. Le forum Intech Santé 2025 s'est tenu les 6 et 7 février dernier ici à Abidjan. Cet événement inédit en Côte d'Ivoire a rassemblé des professionnels de la santé, des experts du numérique et des décideurs publics et privés autour du thème « L'innovation technologique au service d'un système de santé accessible à tous ». Organisé par la Société de gestion et de concept en informatique, ce forum visait à explorer les opportunités offertes par l'innovation numérique pour transformer les systèmes de santé et rendre les soins plus accessibles à tous. Comment l'innovation technologique peut-elle donc être au service de la population? Cyril Kofi, le président du comité d'organisation du forum Intech Santé, répondra à cette question dans le magazine du dimanche. Bonjour, M. Kofi. Bonjour, M. Diaby. Alors, le forum, c'était bien? Ça s'est très bien passé, d'une façon générale, et c'est même ce qui nous conduit aujourd'hui. Vos objectifs ont été atteints? C'est cela. Et je pense que lors de l'échange qu'on aura, on pourra les développer ensemble. Et cet échange aura lieu dans 30 minutes à peu près. À tout à l'heure, M. Kofi. On part au cinéma. 28 ans après son dernier sacre, le Burkina Faso est de retour sur la plus haute marche du FESPACO. Le réalisateur, Dani Kouyaté, remporte l'étalon d'or de Yenenga avec son film Katanga ou la danse des scorpions. La danse des scorpions, un sacre qui témoigne du dynamisme du cinéma burkinabé. De son côté, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste, avec Joël Akafou qui décroche l'étalon de bronze grâce à son documentaire « Loin de moi la colère ». Depuis Ouagadougou, Issa Chonayeo et Ibrahim Touré. Dernière pellicule du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ce samedi 1er mars, la capitale burkinabé, avec la remise du Grand Prix Étalon d'or de Yenenga, dans une ambiance électrique qui montre qu'entre la musique et le cinéma, il n'y a qu'un pas. C'est dans ce décor féerique et haut en couleur que Dani Kouyaté soulève le trophée de l'étalon d'or de Yenenga 28 ans après le sac du défunt cinéaste Idrissa Ouedraogo. Et ce, grâce à son long métrage Katanga ou la danse des scorpions. Dani Kouyaté a également remporté le prix du public de la RTB, Radio Diffusion Télévision du Burkina. Remporter l'étalon du Yenenga, c'est un comble de joie. Nous sommes au sommet de l'Afrique en matière de cinéma et c'est une fierté nationale. C'est un hommage à mon père, c'est un hommage à tous les créateurs du Burkina Faso, à tous ceux qui nous ont dévancés. Nous avons une pensée pour eux. La Côte d'Ivoire, grâce au film documentaire Loin de moi la colère de Joël Akafou, a eu l'étalon de bronze. C'est une grosse joie qui m'anime et je tenais à remercier tout l'ensemble de l'équipe, à dire vraiment merci au festival, aux organisateurs et que la lutte continue. Je suis très heureux parce que ce film nous demande à nous pardonner nous-mêmes, à nous réconcilier pour une cohésion sociale dans nos différents pays. Le FESPACO 2025, 235 films étaient en compétition dans différentes catégories. 178 millions de francs CFA ont été distribués aux lauréats. Le FESPACO prochain aura lieu du 27 février au 6 mars 2027.
Toutes nos félicitations à Dani Kouyaté et bravo à Joël Akafou. L'énergie solaire au service du développement. Bondoukou accueillera bientôt une centrale photovoltaïque de 50 MW, un projet ambitieux pour améliorer l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire. Cette centrale qui bénéficiera à près de 360 000 ménages s'inscrit dans la politique du gouvernement en matière de transition énergétique. Le ministre Mamadou Sangafoua a posé hier la première pierre de cette infrastructure. Reportage Herman Niamia, notre correspondant dans la région. C'est sur cet espace de 82 hectares que sera construite la centrale solaire photovoltaïque de Bondoukou. La pose de la première pierre qui a lieu ce jour en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a été l'occasion pour le maire de Bondoukou, Anzoumana Ouattara, et le premier vice-président du conseil régional du Gontogo, Ignace Kwasi Kosunu, d'exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de développement au profit de la région. Depuis l'accession de son excellence M. Alassane Ouattara à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, notre région connaît un développement prodigieux. La construction de cette centrale solaire photovoltaïque de 50 MW va coûter 60 millions de dollars, soit un peu plus de 36 milliards de francs CFA. Sa mise en service va permettre à 358 000 foyers d'avoir accès à l'électricité, selon l'opérateur en charge de la réalisation du projet. Mais au-delà de la production d'énergie, notre véritable fierté réside dans notre collaboration avec les communautés locales. Nous tenons à remercier chaleureusement la population de Bondoukou. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a indiqué que ce projet s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de voir tous les ménages ivoiriens disposer de l'électricité. Le président de la République ambitionne d'ici 2030 d'atteindre ce que nous appelons l'accès universel à l'électricité. C'est-à-dire que chaque habitant de notre pays habite une maison électrifiée. Je voudrais rappeler qu'il s'agit d'une douzaine de centrales qui seront construites pour nous donner au moins 678 MW avant 2026. Ce projet de centrale solaire photovoltaïque de Bondoukou va créer 300 emplois. Cette centrale solaire fournira plus de 85 gigawattheures d'électricité par an. C'était un reportage d'Herman Niamia. Place à présent aux ingénieurs. L'amicale des ingénieurs de l'INPHB a organisé la première édition de l'ESMG Engineers Connect, un cadre de réflexion et de renforcement de compétences. Cette rencontre a réuni une centaine de participants, tous engagés à apporter des solutions concrètes aux défis du pays. Le témoignage de Davis Oyo. Ils occupent de hauts postes dans l'administration publique et privée ivoirienne. Tous ingénieurs, ils ont en commun l'École supérieure des mines et de la géologie, INPHB de Yamoussoukro. Ils entendent mettre au service de la communauté et des plus jeunes leur savoir-faire et leur expertise. Réunis au sein de la SMG Engineers, ils se retrouvent le temps d'une journée autour du thème « La mise en œuvre du contenu local, opportunités, défis et solutions ». Le secteur pétrolier et gazé est en plein essor. Nous, on estime que dans le même élan, les entreprises ivoiriennes vont pouvoir donc acquérir et les compétences et les technologies et avoir les moyens financiers et être accompagnés. Tout le système va se mettre en place. Pour la jeune génération, il s'agira de mettre à profit l'expertise et le coaching des aînés. Il y a des ingénieurs qui sont en eau et qui finissent en pétrole. Donc quand nous venons ici, on peut comprendre tout le processus de qu'est-ce qu'un réel ingénieur en exploitation, en eau, en pétrole et en mine de l'ESMG. Ce cadre d'échange entre nouveaux et anciens de l'école des ingénieurs en mines et géologie de l'INPHB de Yamoussoukro rencontre l'adhésion du directeur général des hydrocarbures. L'ESMG Engineers revendique plus de 700 membres exerçant dans l'industrie extractive et énergétique. Plateforme de réseautage, elle s'assigne pour mission de fédérer l'élite des ingénieurs au sein d'une même famille.
On va rester encore un moment dans le domaine de la formation. La direction des examens et concours a lancé la session 2025 des concours pédagogiques destinés aux enseignants souhaitant évoluer dans leur carrière. 715 candidats sont en lice pour ces épreuves qui visent à renforcer la qualité du système éducatif. On en sait plus avec nous, Sangari. Lycée moderne de Cocody, lieu choisi pour les examens et concours pédagogiques, session 2025. Professeur de mathématiques au lycée moderne d'Agny-Blecro, Nyamien Kwame Boitini participe au test d'accès à la fonction d'adjoint au chef d'établissement. Nous sommes en compétition, il ne faut pas avoir l'esprit faible. Une fois que tu as l'esprit faible, c'est que tu es déjà battu, tu as déjà échoué. Mais nous avons l'esprit fort. Nous espérons que nous serons admis à ce concours et nous allons servir véritablement notre pays. Outre ce test d'accès à la fonction d'adjoint au chef d'établissement, plusieurs autres concours sont lancés. Il s'agit des concours pour l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique, CEAP, le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, CEAP, et le test pour le poste d'adjoint au directeur de CAFOP. On espère tous bien être admis à ce concours parce qu'on a beaucoup de choses à apporter au système et c'est la raison qui nous met dans ce concours. La session 2025 de ce test pédagogique est placée sous le sceau de l'excellence, selon la directrice de la DECO. Madame la ministre a prôné sa vision de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, qui est une vision de quête de qualité dans l'équité. Et nous appelons à plus de rigueur au niveau des acteurs et à la probité des candidats. Ils sont au total 715 candidats à prendre part à ces examens et concours pédagogiques. Des candidats qui sont soumis à 4 épreuves. Les épreuves de dissertation, des cas pratiques, de mathématiques et la psychopédagogie. Faciliter l'accès aux documents d'identification et lutter contre la fraude, c'est l'objectif du partenariat qui vient d'être signé entre l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, et la BHCI, la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire. Avec ce nouvel outil numérique, les démarches administratives devraient être plus simplifiées et plus sécurisées. D'autres précisions avec Amakadi Kone et Sidonie Davila. C'est une révolution dans l'accès aux services d'identification en Côte d'Ivoire. Désormais, les demandes de documents d'identification seront plus simples, plus rapides et plus sécurisées grâce à un dispositif numérique. Une nouvelle étape dans la modernisation des services administratifs publics scellée dans ce partenariat entre l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI, et la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire. Cette collaboration marque un tournant majeur dans notre engagement commun à renforcer l'inclusion financière à travers l'identification biométrique des populations et la digitalisation des services dans un seul but, l'authentification des documents d'identité. Ce dispositif numérique mis en place dans les centres ONESI et BHCI permettra d'améliorer l'accessibilité aux documents officiels et de réduire les risques de fraude. Nous avons jugé important de pouvoir travailler avec l'ONESI pour justement avoir des outils qui permettent de sécuriser les opérations que nous faisons à nos clients. Et indépendamment de cette sécurité, de mettre à disposition de tous les concitoyens nos locaux. Par cette initiative, les deux institutions entendent renforcer la transparence pour garantir une meilleure protection des données. On passe à la page religion de ce journal. Hier, les fidèles musulmans ont entamé le mois sacré du Ramadan, un moment de prière, de partage et de solidarité. À Bobo, cette solidarité a pris tout son sens avec un geste fort de la maire Kandia Camara et son conseil municipal. 25 tonnes de riz, 60 tonnes de sucre ont été distribuées pour soutenir les familles les plus vulnérables. Un élan de générosité salué par les guides religieux qui ont élevé des prières pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. À l'entame du Ramadan, mois de pénitence, période de piété, Kandia Camara traduit sa solidarité à la communauté musulmane d'Abobo à travers la remise de plusieurs tonnes de vivres. Ce sont 25 tonnes de riz et 60 tonnes de sucre distribuées ce jour aux fidèles musulmans de la commune en vue de leur permettre de passer ce mois béni du Ramadan. Je voudrais porter la voix de ces valeureuses populations d'Abobo
pour vous exprimer toute notre reconnaissance, madame. Merci pour tout et que chaque grain de riz, chaque carreau de sucre soit pour vous une source de bénédiction intarissable. Cette action de haute portée sociale et spirituelle est désormais une tradition dans la commune d'Abobo. C'est l'occasion pour la première magistrate de la commune d'exhorter les guides religieux à continuer de faire des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. La manifestation qui nous rassemble aujourd'hui est ainsi l'expression de notre volonté affichée de promouvoir les valeurs de partage, de solidarité et de générosité. Le maire que je suis et le conseil municipal souhaitons ardemment que la communauté musulmane fasse le jeûne du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam, dans de bonnes conditions, à l'abri de tout besoin. Je tiens à vous exhorter à cultiver la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale, gage de développement inclusif et durable. En ce début du mois béni, la Ligue des établissements confessionnels a également fait don de 200 Corans au conseil municipal et au maire d'Abobo. Un reportage de Patricia Omouetia, notre chef des éditions du jour. Et pendant ce temps, les fidèles catholiques de Bouaké, qui eux démarreront le carême mercredi prochain, célèbrent un siècle d'évangélisation. 100 ans après l'arrivée des missionnaires dans la région de Bouaké, les festivités du jubilé battent leur plein dans les 44 paroisses du diocèse. Gervais Kwasi et Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Un siècle dans la vie d'une église, ça s'est fait. D'où ce grand rassemblement des fidèles catholiques de l'archidiocèse de Bouaké pour rendre gloire à Dieu. L'enceinte de la cathédrale et le parvis sont bondés de croyants en Jésus qui manifestent leur attachement indéfectible au Christ par des prières, adorations, louanges et offrandes. L'éminent homme de Dieu livre le secret pour être véritablement heureux. La clé du bonheur de l'homme réside dans la foi en Dieu. La clé du bonheur de l'homme réside dans la confiance qu'il met dans le Seigneur son Dieu. Autorités locales, fidèles catholiques et les convives à cette célébration se disent enrichis par le message de paix, d'amour et de foi livré. Une avancée importante de l'œuvre de Dieu, ça représente aussi un appel à contribuer à la rénovation de cette cathédrale. J'ai été enfant de cœur ici. J'ai fait ma première communion, ma confirmation dans cette cathédrale dans les années 70. Nous allons motiver tous les cadres pour aider à réhabiliter cette cathédrale. Les 100 ans n'ont pas trouvé beaucoup de personnes. C'est une grâce pour nous ce jour d'être là. Ici, on prie beaucoup. On met l'œuvre de Dieu devant de tout. Les festivités marquant le centenaire vont s'étendre à toutes les paroisses du diocèse de Bouaké et ce, durant 3 années, qui seront couronnées par la cathédrale entièrement rénovée. La contribution de toutes les filles et de tous les fils du diocèse, ainsi que celle de bonne volonté, d'où qu'elle se trouve, est fortement recommandée. Je vous le disais au sommaire, 2 jours après les tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, les alliés de l'Ukraine se réunissent aujourd'hui à Londres pour définir de nouvelles garanties de sécurité. Un sommet crucial alors que les craintes d'un lâchage par Washington se font de plus en plus vives. Direction la Suisse, où la Côte d'Ivoire ambitionne de décrocher le poste de vice-directeur général international de l'UPU, l'Union postale universelle. Une candidature soutenue au plus haut niveau de l'État alors que les élections se tiendront bientôt. Walter Amado Ouattara, notre envoyé spécial sur place. C'est aujourd'hui un secret de Polichinelle. La Côte d'Ivoire est candidate au Conseil d'exploitation postale. Le pays engage également la candidature de l'un de ses brillants fils au poste de vice-directeur général
du Bureau international de l'Union postale universelle, UPU. Isaac Nyabayao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, a une lourde tâche, celle de ramener la victoire. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire occupe des positions stratégiques, innovation, technologie, et nous avons été un acteur dans la réforme de la grande orientation de l'UPU sur la prise en compte du commerce électronique et de la digitalisation des services postaux. Ça fait de la Côte d'Ivoire une voix qui porte et nous voulons continuer donc cette mission d'acteur majeur au sein de l'UPU en briguant un poste au niveau du top management. Et je pense que nous avons nos chances. Nous sommes un pays très respecté ici à l'Union et nous devons confirmer notre leadership africain et mondial au niveau postal. Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, a instruit son cabinet à l'effet de mener une mobilisation qui allie offensive diplomatique et rencontre B2B. Le poste de vice-directeur général de l'UPU est un poste qui est également convoité par les autres pays membres. Il nous appartient vraiment de dérouler la stratégie qu'il faut pour que nous puissions avoir 80% des 192 membres. Les résultats seront connus à l'issue du 28e congrès de l'UPU prévu se tenir à Dubaï au mois de septembre 2025. Après la spiritualité, place à la science. 129 étudiants en médecine viennent d'entamer leur soutenance de doctorat à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces jeunes praticiens, après 7 années d'études, défendent leurs recherches devant un jury de spécialistes. Un moment décisif avant leur entrée officielle dans le monde médical. Dirasuba Ami, Godefroy Okambawa, Fernand Conan. 129 étudiants en fin de cycle de médecine soutiennent leur thèse de doctorat. Ils présentent et défendent leurs travaux de recherche après 7 années d'études. Une session qui marque l'aboutissement d'un long parcours et qui ouvre les portes de l'intégration à ces nouveaux docteurs. Il y a des zones qui sont moins nanties en effectif au plan des médecins. Donc venir participer à une telle cérémonie, on ne peut que féliciter les organisateurs. Pour la directrice de l'UFR, cette démarche s'inscrit dans la dynamique de valorisation de l'ensemble du travail réalisé par ces étudiants. De plus en plus, nous rehaussons la qualité de nos travaux de recherche. Même à partir de la thèse, cette commission qui travaille d'arrache-pied a pour objectif principal de nous faire sortir des thèses de qualité. Avec le serment d'Hippocrate, il faut quand même qu'ils exercent leur métier de médecin avec assez donc de rigueur, de professionnalisme. Et donc, mais bien avant ça, je leur souhaite une bonne chance. En marge de cette session de soutenance qui s'étend sur 5 jours, des consultations foraines sont réalisées. Dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus, de l'hypertension artérielle et une campagne de don de sang pour prévenir et sauver des vies. Dans l'élan d'amélioration de l'accès aux soins pour justement sauver des vies, la localité de Zanika, dans le département de Tengrela, bénéficie désormais d'une ambulance médicalisée. Un don du comité de développement local minier de Sisingé qui devrait faciliter l'évacuation des patients vers des centres de santé mieux équipés. Un soulagement pour la population. Sissoko Ami. La localité de Zanika, située dans le département de Tengrela, au nord du pays, bénéficie désormais d'une ambulance médicalisée. Un don du comité de développement local minier CDLM de Sisingé, mis en place par la société minière Persus Mining. Avant, on appelait l'ambulance de Kanakono, mais maintenant que nous avons notre ambulance Gloire à Dieu, ça sera plus facile. Les ambulances, il n'y en a pas suffisamment. Donc ce que nous faisons actuellement, c'est la mutualisation de ces ambulances-là. C'est vraiment une bouffée d'oxygène. Le représentant de la société minière a souligné la volonté de l'entreprise de poursuivre ses actions en faveur des 12 localités impactées par leur exploitation minière. Sans l'apport et l'accord de la communauté, il serait difficile pour nous de faire nos opérations en toute quiétude. Voilà pourquoi nous mettons un point d'honneur avec les relations avec la communauté. Présidente du CDLM et préfet du département de Tengrela, Anne Nyaliga a exprimé sa reconnaissance envers la société minière pour ce geste salutaire. Par votre engagement
envers les populations impactées par l'exploitation de la mine d'or de Sissengue, vous donnez un bel exemple de responsabilité sociale et de solidarité. Je voudrais vous en remercier sincèrement. Depuis sa création en 2019, le comité de développement local minier de Sissengue a déjà investi près de 2 milliards de francs CFA dans divers projets. À Zanika, il a notamment financé la clôture du centre de santé rural et la construction d'une école primaire publique. Reportage Ami Sissoko. Place à présent au magazine du dimanche avec Cyril Kofi qui nous a rejoint en plateau. On va parler du forum Intech Santé 2025 qui s'est tenu récemment ici à Abidjan. Monsieur Kofi, on va d'abord suivre cet élément vidéo que nous propose Diarasouba Ami. Des professionnels de la santé et du numérique réfléchissent sur la transformation du secteur de la santé et de la technologie à travers le forum dénommé Intech Santé. Des échanges inclusifs pour créer un écosystème qui mettra une politique de santé accessible grâce au TIC. 2 jours axés sur des panels, des ateliers et expositions. Présence ici, elle était donc naturelle en tant que notre partenaire justement premium sur toutes les problématiques de transformation digitale. Et on se rend compte finalement que les problématiques de gestion documentaire, ce sont des problématiques qui sont complètement transversales, qui peuvent s'appliquer à tous les secteurs d'activité. Pour Sekougon Klibali, expert en informatique et initiateur, l'État doit impliquer le secteur privé dans l'amélioration des performances du système sanitaire ivoirien. L'IA ne peut prendre les données qui ne sont accessibles que par ces systèmes. Comment est-ce que nous, Africains, Ivoiriens, nous allons constituer nos données qui sont relatives à nos réalités socio-culturelles pour nos différentes pathologies, pour que nous ayons des IA qui soient beaucoup plus proches de notre réalité ou pas. C'est maintenant qu'il faut créer notre base de données, c'est maintenant qu'il faut collecter. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier jeudi a enregistré la présence de Jeanne Akaouli, président du CESEC, d'Adama Kamara, ministre de l'Emploi, de la Protection sociale, et de Pierre Dimba, ministre de la Santé. Le forum Intech Santé se veut un rendez-vous incontournable de la santé par la technologie en Côte d'Ivoire et en Afrique. Forum Intech Santé, c'est bien la première édition, hein? C'est bien cela. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement ce forum et puis c'est quoi son objectif? Alors, le forum Intech Santé est un forum organisé par la Société de gestion des concepts en informatique, donc en abrégé AGCI. Et donc, la première édition, c'était cette année, c'était les 6 et 7 février dernier. Et l'objectif principal de ce forum-là était de pouvoir mettre en évidence et mettre en avant les innovations technologiques dans le domaine de la santé. Donc, Intech Santé, ça a été 7 panels pour un atelier, autour de 26 intervenants pour un peu plus de 15 exposants et un peu plus de 1000 visiteurs. Et votre cible, le public, a répondu présent? Bien évidemment. Et je veux dire, au vu du nombre sur les 2 jours... On parle d'à peu près 1 millier de visiteurs. De visiteurs, c'est bien cela. Wow. Ça fait beaucoup. C'était vous attendiez à cela, à ce nombre? Oui, on se projette par moment un peu plus, mais je veux dire, pour une première édition, pour un tel événement... 1000, c'est parfait. C'est parfait. Le thème, c'est l'innovation technologique au service d'un système de santé accessible à tous. C'est cela. Monsieur Kofi, c'est quoi les principaux défis en matière d'accès aux soins de santé, aux soins en Côte d'Ivoire? On va dire en Côte d'Ivoire, mais en général en Afrique. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour nous, ce que nous avons pu comprendre au travers du forum qu'on a organisé avec tous les acteurs, ils sont de 4 ordres. Donc, il y a un défi au niveau infrastructure. Donc, les pays africains ont besoin de construire des hôpitaux, ont besoin d'en réhabiliter. Donc, la Côte d'Ivoire le fait également depuis plusieurs années. Il y a également le second point qui peut être au niveau de la modernisation des plateaux techniques. Parce qu'en fait, nos pays africains s'appuient essentiellement sur l'État dans le développement. Donc c'est l'État qui impulse le développement. Et puis le troisième ordre, il est dans l'approche de la facilité de la prise en charge du patient lui-même, au travers de 2 aspects. Le premier aspect qui est l'aspect qualité de formation des professionnels de santé, et le second aspect qui est l'aspect couverture maladie. Comment faciliter et réduire considérablement les coûts. Et puis le dernier volet, c'est un volet relativement à l'innovation et la technologie. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire rapidement, la Côte d'Ivoire en 1995, c'était 12 millions d'habitants.
12 millions d'habitants pour 1200 centres de santé. 2025, nous serons approximativement à 31 millions d'habitants pour un peu plus de 3500 centres de santé. Quand on regarde cette disparité-là, et c'est en cela que nous pensons que ça a doublé, non? Ça a beaucoup plus même. C'est cela. On parle de plus de 20 millions d'habitants en plus. Vous voyez, pour 2000 centres de santé en plus. Donc, vous voyez, quand on regarde ces deux aspects, on ne peut que trouver d'autres leviers pour accompagner les 4 ordres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces leviers-là, comme cela a été le cas pour l'inclusion financière avec la téléphonie mobile et le mobile money, nous pensons, et c'est ce qui a motivé l'organisation de ce forum-là, que la technologie peut être un élément qui va faciliter, qui va aider à rapprocher le plus possible la structure sanitaire des populations. Alors, quelles ont été les solutions technologiques que vous avez mises en avant lors de ce forum? Lors de ce forum, ce qui a été intéressant, c'est que nous avons essayé de réunir des acteurs, tant publics que du privé. Et ce qui a permis d'avoir plusieurs types de solutions. Si on prend l'une des solutions de base, qui est de permettre en fait et de donner la possibilité aux patients d'avoir un identifiant, la CNAM a présenté lors de ce forum comment elle a pu passer de 6 millions de personnes enrôlées en pratiquement 2 ans à pratiquement 16 millions. Donc c'est parce qu'il y avait eu la technologie. Le ministère de la Santé a présenté sa capacité de pouvoir, avec des partenaires qu'ils ont, mettre en place la digitalisation des services de santé publique, mais en même temps faciliter le transport des poches de sang et de médicaments à des zones très reculées par des drones. Si vous prenez d'autres acteurs qui sont des privés, qui ont parlé de l'avantage de l'IA et présenté leurs innovations relativement à l'IA dans le domaine de la santé. Et plus loin, on a parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure de formation de qualité pour les professionnels de santé, mais ceux qui sont encore plus reculés dans les zones rurales, il y a eu aussi des partenaires qui ont présenté des solutions technologiques pour accompagner la formation dans ces zones-là. Quels sont les enjeux liés justement à la sécurisation des données de santé ? La sécurisation en matière de transformation digitale est un élément très important. Est-ce que c'est là que joue un rôle, la blockchain par exemple joue un rôle important? C'est cela. C'est que les principes de sécurité de base, ils sont de 3 ordres. C'est comment garantir la confidentialité des données, comment garantir leur intégrité et la disponibilité de ces données. Ça, ce sont les principes de base. Et tout système digital ou digitalisé doit pouvoir s'assurer de cela. D'autant plus que depuis la Covid, on a une floraison d'attaques de type cyber et qui font qu'aujourd'hui, les États sont obligés de pouvoir s'adapter et protéger leurs citoyens et protéger les entreprises qui y sont. Et c'est en cela que la blockchain peut être un élément qui va venir rendre beaucoup plus efficient la gestion des systèmes de santé, beaucoup plus sûr, mais également va leur donner d'avoir une possibilité d'avoir un accès plus facile aux données médicaux. Et si on prend 2 exemples rapidement, la sécurisation par la blockchain des données des patients ou des données médicaux doit permettre de garantir non seulement une sécurité accrue, mais une décentralisation de ces données-là. Et puis, plus loin, bien évidemment, la confidentialité étant de rigueur pour ramener la confiance des patients à dire qu'aujourd'hui, ils sont capables d'accepter d'utiliser des outils informatiques. C'est cela, parce que personne ne veut retrouver ces données médicales sur le digital, sur Internet. C'est bien ça, c'est bien cela. Et c'est même pour ça que lors de ce forum-là, on avait une initiative orientée vers les entreprises technologiques qui produisent des applications aujourd'hui sur l'étendue de la Côte d'Ivoire, qui ont été formées par l'ARTCI, mais en amont, qui ont pu démontrer de la vulnérabilité d'un certain nombre d'applications et de pouvoir anticiper sur comment les prendre en charge, ces vulnérabilités. Est-ce qu'il existe des projets pilotes en ce moment en Côte d'Ivoire qui illustrent bien déjà ces avancées technologiques? Oui, bien évidemment. Je vous ai parlé du ministère de la Santé, qui a deux grosses initiatives en matière de digitalisation, notamment pour ce qui est de la mutualisation de l'écosystème du système d'information hospitalier aujourd'hui qui est déployé. Ils ont plusieurs autres initiatives en matière logistique. J'ai parlé de transport et de sécurisation et de traçabilité de sang que la blockchain même peut renforcer. Et puis plus loin, vous avez des acteurs privés
comme nous, comme d'autres, qui vont pouvoir mettre en avant des solutions, par exemple, digitaliser le carnet de santé, par exemple, qui vont permettre de donner la possibilité à des patients depuis la maison chez eux de prendre des rendez-vous ou bien même de voir prendre des initiatives pour ramener au travers de la digitalisation des médecins à la maison. Donc ça, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont possibles et ce n'est même plus des pilotes puisque pour beaucoup, ils sont déjà en service. Mais pour tout cela, il va se poser la problématique de la formation des professionnels de santé. C'est bien cela. À ces outils numériques. C'est bien cela. Et c'est un élément très important. C'est pourquoi, lors de ce forum, il y a eu un panel également sur la nouvelle façon d'intégrer le digital. Et pour nous, dans ce forum-là, on est allé plus loin pour dire que la qualité de la formation du praticien ne doit plus se limiter seulement qu'à l'usage de l'outil informatique. Nous ne sommes plus à cette ère-là. Nous sommes à l'ère du digital. Je suppose que le praticien ne doit plus seulement se contenter de ça. Il doit apprendre dès l'école les outils homologués par notre système de santé et il doit les apprendre depuis l'école, de sorte à ce que quand il sort de l'école, la gestion du changement et l'intégration ne se fasse pas seulement dans leur corps de métier traditionnel, mais également dans l'usage de ces outils-là qui sont innovants. Donc ça également, ça fait partie des éléments qui ont été débattus sur lesquels on a débattu. Alors, la réglementation et l'éthique, on le sait, ce sont des aspects très importants de l'innovation en santé. Mais quelles sont les mesures qui ont été mises en place par vous, par exemple, pour encadrer ces évolutions? Oh, j'ai envie de dire, c'est même pas par nous d'abord, puisque le rôle de l'État. Le rôle de l'État, ça doit être quoi? Une sorte de régulation. C'est bien ça. C'est de gouverner et de réguler. Donc l'État, et ça l'État le fait très bien. Depuis plusieurs années. On a eu d'abord les premières initiatives en matière de gestion des données à caractère personnel, dans lesquelles il y a un pan sur la gestion des dossiers médicaux. Quoique nous trouvons qu'à l'issue du forum, on devrait beaucoup plus l'amplifier. Parce qu'en fait, les enjeux d'il y a 10 ans ne sont plus les enjeux d'aujourd'hui en matière de sécurité et de cybersécurité. Donc, nous pensons qu'il y a des réflexions qui doivent être faites dans ce sens. Et c'est cela que le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, nous pensons, l'a compris, puisque c'était au forum également. Et une initiative est faite en ce moment pour aboutir sur une réforme de cette réglementation-là sur la gestion des données numérique d'une façon générale et de l'IA en particulier. Parce qu'en fait, nous allons vers la technologie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus accessible, mais il faut trouver les moyens de l'encadrer. Et ça, c'est d'abord le rôle de l'État. Ensuite, l'entreprise privée que je suis, elle va pouvoir mettre en place ces solutions technologiques en s'appuyant sur ce que l'État demande en termes de réforme et de structuration. Et c'est en cela que nous sommes contents de voir que l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité de l'information, a été créée, qui va pouvoir fédérer aussi toutes ces actions en matière de sécurité. Parce qu'en fait, là, on parle de données du patient, on parle de dossier du patient. Et si aujourd'hui, les données de M. Diaby sortent sur les réseaux sociaux parce que c'est un personnel public et juste parce qu'on n'a pas mis en place les commodités idoines pour pouvoir renforcer la sécurité et l'encadrer, nous pensons qu'on aura failli à la mission et l'État aura failli à sa mission. Ah, et ça va être chaud, hein. C'est cela. C'est quoi les principaux les résultats que vous avez pu obtenir à l'issue de ce forum? Nous pouvons dire que nous avons atteint nos objectifs, qui étaient de pouvoir garantir qu'il était possible, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, par des acteurs locaux, de pouvoir mettre en avant des innovations technologiques. L'un des gros problèmes qu'on avait dans l'écosystème du numérique digital, c'est un manque de communication. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des entreprises qui exercent dans ce secteur-là sont des start-up. Et les start-up n'ont pas suffisamment, par moment, de moyens pour pouvoir amplifier la communication. Nous pensons que l'État doit faire beaucoup en matière de communication, en matière d'accompagnement. Mais c'était pour ça également que ce forum-là était la bienvenue. Et à ce forum-là, nous avons pu réunir nos décideurs. On a pu le voir dans l'élément qui a été présenté en amont. Nous avons eu nos décideurs, nous avons eu des acteurs du secteur privé, des acteurs du secteur public, des acteurs de la régulation, des professionnels et des experts dans leur domaine de compétences. Et pour nous, à l'issue de ce forum-là, nous pensons qu'on est mature aujourd'hui pour intégrer même le patient, de prendre en compte le digital
pour le suivi de son dossier. D'accord. Monsieur Kofi, la technologie, d'accord, mais en matière d'Internet, la couverture nationale reste un problème majeur. Est-ce que ce n'est pas quelque chose à régler déjà, d'abord, avant que tout ça ne soit fonctionnel véritablement, 100%? C'est ça. Je parlais tout à l'heure d'un des défis, c'était au niveau infrastructure. C'est qu'on ne peut pas parler de transformation digitale et de digitalisation où on veut toucher le patient si la connectivité n'est pas un élément. C'est pourquoi, lors de ce forum-là, on a eu un panel qui a traité du sujet, du moyen d'accès. Et pour cela, on avait là une suite qui était représentée par son directeur général, qui a présenté la stratégie de l'État en matière de couverture. L'État qui devra se doter d'un data center, par exemple. C'est bien cela. Ouais. C'est bien cela. Parce qu'en fait, et nous ne le répétons pas assez, nous sommes des pays en voie de développement. Mais pour beaucoup d'autres pays africains, nous sommes des pays sous-développés. Et pour nous, en Côte d'Ivoire, nous pensons que la voie qu'a tracée le président de la République, même par son discours en 2023, qui mettait au cœur des services publics la digitalisation, ça ne peut pas se faire sans le privé. Et pour que le privé puisse avoir les moyens de le faire, il faut que l'État investisse dans l'infrastructure. Monsieur Kofi, il y a juste deux mots. Il y a des jeunes entrepreneurs, des chercheurs qui souhaitent innover dans le domaine de la santé numérique. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Deux mots. Deux mots. C'est d'abord se structurer et d'avoir des solutions innovantes qui s'adaptent aux problématiques actuelles. Ça ne sert à rien d'aller vers de l'IA pendant que l'élément de base aujourd'hui, c'est juste digitaliser le dossier du patient. Merci. C'est bon. Merci, M. Kofi. J'ai juste un dernier mot, si vous permettez. Allez-y. Nous souhaitons vraiment dire merci. Merci à nos autorités qui nous ont accompagnés de près ou de loin lors de ce forum-là, même de façon financière par moment, à tous ces acteurs, ces experts-là qui se sont mis à disposition sans rien demander, si ce n'est que partager leur expérience. Et tous ceux qui sont venus suivre ces 2 jours de forum et ses partenaires. Et vive le forum prochain. Et vive le forum prochain. Et donc, 2026 2026. Pour la seconde édition, dans la même période. Monsieur Kofi, merci beaucoup. Cyril Kofi, président du comité d'organisation du forum InTech Santé, un forum qui a mis en lumière le potentiel immense des technologies numériques pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des services de santé en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bon dimanche et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci et à la semaine prochaine.